Si, Mathieu Hanotin. Alors, cher rapporteur, avant que nous examinions l'amendement de M. Braillard, que nous votions sur les crédits de la mission, comment réagissez-vous aux échanges que nous venons d'avoir sur votre rapport? Alors, je vais essayer d'être bref et de rassembler un certain nombre de positions ou de questions qui ont été abordées. Le premier élément, et je pense que c'est le sujet essentiel, si on veut normer les choses, c'est d'aller progressivement, véritablement, vers une thèse qui dure que 3 ans. Il faut achever le D. Si nous ne le faisons pas, nous ne nous mettrons pas dans les standards européens, et ce qui pose d'énormes problèmes d'intégration de nos docteurs et de valorisation du diplôme de docteur avec nos partenaires, notamment nos partenaires européens. Car contrairement à ce qu'on entend souvent, moi j'avoue que je ne partage pas ce par quoi Mathieu Hanotin a terminé son propos. Je n'ai jamais eu aucun problème en ce qui me concerne à voir des docteurs ou des doctorants aller à l'étranger pour suivre leur expérience scientifique. Si on croit que la science se fait dans des frontières, qu'elles soient françaises, hexagonales ou européennes, c'est faire fausse route. On a souvent, bien souvent, dans quelques matières que ce soit, des docteurs ou des doctorants qui partent à l'étranger, qui reviennent ensuite en France, qui apportent leur expérience, qui apportent leur vision, et ils reviennent. Mathieu, ils reviennent. Je connais pas mal ce secteur et je t'assure qu'ils reviennent. Et de la même manière, on ne peut pas nous-mêmes être fiers d'accueillir, d'avoir 40 à 42% de nos doctorants qui viennent de l'étranger et de l'autre côté, regretter qu'une partie des nôtres, en quelque sorte, aille à l'étranger. Ça fait partie des flux de l'échange intellectuel. Il ne faut jamais oublier que le plus grand moment d'émerveillement intellectuel de notre civilisation, ce fut la Renaissance où les frontières intellectuelles n'existaient pas, où il y avait cette circulation. Donc il faut quand même se mettre, à mon sens, dans cette perspective. Mais pour y arriver à cette perspective, faut-il encore se mettre d'accord, pas forcément nous, mais mettre d'accord les communautés universitaires. Et c'est là où les réticences sont les plus rudes sur l'achèvement du dé. Et elles sont les plus rudes notamment dans les sciences humaines, pour prendre de vieux qualificatifs, puisque demeure toujours en fait comme modèle la thèse d'État, qui ne durait pas 4 ans, qui ne durait pas 5 ans, qui ne durait pas 6 ans, mais qui durait au minimum 10 ans. Et une thèse d'État qui n'avait pas duré 10 ans n'était pas une thèse crédible. Et ce souci de la durée qui donne de la crédibilité au travail de recherche est encore prégnant dans une partie de la communauté universitaire. Et ce n'est pas forcément, et c'est là la mauvaise nouvelle, ce n'est pas forcément une question de génération. Donc il ne faut pas croire que la démographie réglera ce problème. Euh, Ça, c'est la première remarque. Ce qui m'amène d'ailleurs, je ne reprends pas chacune de vos interventions, à faire une remarque à mon collègue Hetzel, une remarque quelque peu chafouine, il m'en excusera, mais je rappelle quand même que l'objectif des 50% de licence, quoi, de L, n'est pas un objectif franco-français, n'est pas un objectif d'un gouvernement de gauche uniquement, c'est un objectif européen dans la stratégie dite de Lisbonne. Et que je sache, cette stratégie européenne a non seulement été signée par et validée par l'ensemble des gouvernements du Conseil, mais par ailleurs a été mise en œuvre par l'ensemble des gouvernements, et c'est même ce qui avait servi d'argumentaire à Madame la ministre Pécresse pour mettre en place son plan dit réussite licence. Donc il faut savoir quand même non pas verser dans la nostalgie, mais connaître le passé pour éclairer l'avenir, mon cher Hetzel. C'est une seconde remarque. Il y a une troisième remarque sur laquelle je voudrais insister, c'est le devenir professionnel des docteurs dans la haute fonction publique. On parle souvent, avec raison, parce qu'il y a ces forces de symbole, et la loi à cet égard a été extrêmement importante, euh, de la fonction publique d'État. Pour ma part, je pense qu'un vivier, un des viviers essentiels, est, à contrario, la fonction publique territoriale. 60% des cadres A de la fonction publique territoriale, dans 6 ans, seront à la retraite. C'est un chantier énorme.
C'est pour cela que dans mon propos, et vous pourrez le retrouver dans le rapport, j'insiste, non pas lourdement, mais j'insiste sur la nécessité d'alerter les collectivités territoriales sur la possibilité qu'elles ont d'utiliser les chiffres. Et à ce jour, à ma connaissance, seules les municipalités de Paris et de Lyon utilisent de manière conséquente les chiffres, alors que c'est un dispositif auquel les collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, sont parfaitement éligibles. Et donc je pense que c'est un enjeu à la fois d'intégration pour les docteurs et à la fois de dynamisation pour les collectivités territoriales. Donc voilà une piste excessivement concrète, puisqu'il y a un moment donné, comme Isabelle Attard nous y appelait, il faut proposer des éléments concrets sans pour autant imaginer que l'on va de nouveau révolutionner ou réformer tout ce qui existe aujourd'hui, puisque, je le rappelle quand même à mes collègues, nous sortons, il y a 4 mois à peine, du vote d'une loi. Et donc, je veux bien que la loi doive à chaque fois être revisitée, mais il y a désormais un socle législatif sur lequel il faut s'appuyer pour avancer en mettant des solutions ou des hypothèses pratiques. Autre élément, mon collègue Hetzel a insisté avec raison sur le fait qu'il y avait, compte tenu de la spécificité des études supérieures en France, la présence des grandes écoles qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main. Ces grandes écoles ont d'ailleurs elles-mêmes pris conscience du fait qu'il fallait qu'elles développent le nombre de docteurs en leur sein. C'est pour ça qu'elles sont passées en quelques années d'un nombre de 7,5% de leurs élèves titulaires d'un doctorat à 10%. Et c'est d'ailleurs la même piste qui est retenue par un certain nombre d'écoles de la fonction publique d'État, et notamment par sa nouvelle directrice, la nouvelle directrice de l'École nationale d'administration, pour une raison toute simple, c'est que, aussi étonnant cela puisse être pour nous Français, le fait d'être un ancien élève de l'École nationale d'administration ne vaut strictement rien en dehors des frontières hexagonales. Et que dans la répartition des postes à l'international, eh bien, il vaut mieux être docteur qu'être un ancien diplômé de l'ENA. Ce qui bloque l'accès aux carrières internationales d'un certain nombre de hauts fonctionnaires de notre République française. Donc c'est un sujet qu'il ne faut pas évidemment balayer d'un revers de main. Ensuite, deux dernières remarques pour conclure ce propos trop long. Vous m'en excuserez, Monsieur le Président. Une première remarque par rapport à ce que nous a dit Monsieur Hetzel sur le GVT 2014, la répartition des 1000 postes, etc. J'allais presque dire c'est de bonne guerre. Et on connaît la finesse d'analyse de notre collègue. Donc, mais il ne faudrait pas se prévaloir de ses propres turpitudes pour accuser les autres, mon cher collègue. Et donc, attendons un peu, d'autant que, comme vous le savez fort bien, les contacts entre la conférence des présidents des universités et la ministre, notamment sur cette question du GVT pour les prochaines années, sont assez avancés. Et pour ma part, je pense que dans quelque temps, nous devrions avoir des mesures permettant de faire face en quelque sorte à cette épineuse question qui reviendra sans cesse, on le sait bien quand on gère des budgets dans des collectivités locales, du GVT. Ça, c'est la première remarque. Mais la deuxième remarque qui me paraît plus essentielle et sur laquelle je pense que nous devons collectivement faire attention, c'est que la véritable, si je peux m'exprimer ainsi, bombe budgétaire pour les universités vient moins des personnels que du mobilier. Et que dans quelques années, les universités françaises devront faire face soit à une dégradation de biens immobiliers dont ils ont la charge, soit à une explosion des charges dues aux biens immobiliers. Et donc là c'est un véritable sujet dont nous devons nous saisir dès maintenant, car sans locaux corrects, évidemment, les étudiants ne pourraient réussir et les conditions de travail de nos universitaires seraient fondamentalement amoindries. Enfin, quant aux remarques de ma collègue Isabelle Attard, la question de la qualification n'est pas un mince sujet et il ne faudrait pas penser que c'est une lubie
soit de celles et ceux qui défendent ce système de qualification, soit de celles et ceux qui, au contraire, estiment que ce système doit être remis en cause. Il y a à l'évidence une schizophrénie bien française de considérer que lorsque l'on a soutenu sa thèse, il faut encore passer un autre examen qui est celui de la qualification. Et qui est, pourquoi schizophrénie? Parce que cet examen de la qualification est très divers et très différent selon les disciplines auxquelles vous prétendez. Il y a des disciplines où la qualification est quasiment automatique dès lors que vous avez soutenu votre thèse et que celle-ci a été, s'est vue validée par le jury. Il y a d'autres disciplines où la qualification est extrêmement sélective et où là, le fait d'avoir pu et d'avoir soutenu sa thèse avec succès devant ce jury n'est in fine pas tellement reconnu et que viennent s'ajouter des critères supplémentaires à la seule soutenance de thèse pour obtenir sa qualification. Il y a donc une inégalité de traitement des docteurs selon les disciplines auxquelles ils appartiennent ou desquelles ils relèvent. Et donc ce n'est pas seulement un sujet de juxtaposition, en quelque sorte d'obstacle pour pouvoir prétendre à des postes de maître de conf ou d'enseignant-chercheur, par exemple, mais c'est également une question d'égalité de traitement et donc d'accès à la profession d'enseignant-chercheur ou de maître de conférence, en tous les cas d'accès à la possibilité d'eux, entre les disciplines. Et donc c'est une question plus fondamentalement d'égalité de reconnaissance de ce diplôme. Et dès lors que l'on souhaite, comme je le pense ici tous, nous souhaitons valoriser ce diplôme, alors il faut que les conditions de reconnaissance de ce diplôme et donc de sa valorisation, in fine, soient homogénéisées, ce qui n'est pas le cas, à l'évidence, par ce double processus de soutenance puis de qualification. Enfin, je ne voudrais pas achever ces réponses en oubliant un élément essentiel. En France, la mise en place du LMD a été favorable au M, au master. Dans tous les autres pays européens, c'est le L et le D qui ont été privilégiés. Voilà. Et ça, c'est aussi un vrai sujet pour nous, auquel d'ailleurs nous avons fait référence tout à l'heure, mon cher collègue, lors de l'examen de l'excellent rapport de ma collègue Julie Sommaruga. Merci, Monsieur le Président.